Après 7 ans de bons et loyaux services, l'actuel Corsa passe enfin le relais à sa remplaçante. Avec 2 carrosseries distinctes, une batterie d'équipement et de surveillance et surtout un châssis plus rigoureux, la nouvelle Corsa met un maximum de chance de son côté pour rester dans le bon wagon. Même si on reconnaît la calandre de la Dame et les flancs creusés de l'Insignia, le profil global de la Corsa rappelle fortement l'ancienne génération. Et pour cause, faute de moyens et d'un accord PSA-GM considéré comme mort-né, l'ancien châssis a été reconduit. Toujours disponible en 3 ou 5 portes, les 2 carrosseries sont distinctes à l'image de la Peugeot 208. À bord, l'Opel Corsa opte pour un tableau de bord entièrement redessiné. On retrouve une ambiance biton et des sièges à motifs, non sans rappeler les tartans de la Polo GTI, mais modernisés ici sur la Corsa. L'écran multimédia 7 pouces IntelliLink, qui nécessite obligatoirement un smartphone, trône en position centrale de la planche de bord, position un peu trop basse d'ailleurs, d'autant que le nouvel écran monochrome au centre des blocs compteurs, aussi lisible soit-il, n'affiche pas de rappel de navigation. La Corsa bénéficie, et c'est encore rare sur le segment des citadines, d'une batterie d'aide à la conduite telle que l'alerte anti-collision, le système d'alerte d'angle mort et de changement de voie involontaire, l'assistance au créneau ou encore la reconnaissance des panneaux. Avec 280 litres de coffre, 285 litres sur 5 portes, la Corsa se compare directement à la Peugeot 208 et rend 5 litres à la Ford Fiesta. Sous le capot, la Corsa inaugure un nouveau bloc 3 cylindres, 1 litre turbo, développant 115 chevaux associé à un système start and stop et une inédite boîte manuelle à 6 rapports. Léger et compact, ce moteur s'accorde parfaitement à la Corsa, d'autant qu'il est étonnamment silencieux et limite très bien ses vibrations. Malgré ses 115 chevaux, on le voudrait toutefois un peu plus percutant. Mais il est toujours moins linéaire que le 1,4 litre turbo, également au catalogue parmi les offres essence. À l'arrière, les places restent exiguës pour les grands gabarits, comme pour la plupart des citadines. Mais grâce à un ciel de toit creusé de la même façon que les dossiers des sièges avant, de l'espace a été gagné et les gabarits normaux se sentiront même à l'aise. Le centre de gravité a été rabaissé de 5 mm, le berceau avant rigidifié et la géométrie des suspensions repensée. On ne parle pas de nouveau châssis, mais la Corsa fait un bond en avant considérable dans son comportement routier. Bien conscient des problèmes de précision rencontrés par la précédente Corsa, Opel inaugure une nouvelle direction qui, combinée à la jante large du volant, se montre bien plus consistante qu'auparavant. Notre modèle d'essai, 1 litre Ecotec 115 chevaux à 3 portes, disponible qu'en Cosmo Édition, se négocie à partir de 17 990 €. La Peugeot 208 propose aussi un 3 cylindres de toute dernière génération, mais à moindre puissance, 89 chevaux, pour 17 600 €. On préfère encore le châssis de la française, le toucher de ses matériaux ou les choix ergonomiques du Peugeot Connect à la sensibilité tactile près. La Corsa dégage quant à elle un peu plus d'espace pour ses occupants arrière et ses aides à la conduite font de l'allemande une citadine en avance sur son temps. Sachez toutefois que pour profiter de ces assistances, le pack Opel Eyes est en option à 650 €, quelle que soit la finition choisie. Eh bien, en fait, on est dans un site vraiment très particulier puisque nous sommes chez Marc Vera, dans son tout nouveau lieu. Et nous avons fait le choix de présenter la toute nouvelle gamme de motorisation Drive-E dans le cadre d'une présentation presse avec des essais qui partent de Lyon pour venir dans cette région magnifique, sauvage, et dans un cadre vraiment très très particulier qui correspond parfaitement en tout cas aux valeurs de la marque, le côté environnemental, le respect de l'environnement. Volvo reste et a toujours l'intention de rester leader dans le domaine de la sécurité. On a rajouté à cela le design scandinave que l'on peut retrouver au travers du design de nos véhicules, mais le point de l'environnement, je dirais, sera la passerelle, en tout cas dans l'actualité du jour. Ce sont nos nouvelles motorisations Drive-E. Nos nouveaux moteurs 4 cylindres qui développent des puissances beaucoup plus élevées que nos moteurs précédents, mais surtout avec des performances en termes d'émissions qui sont bien plus intéressantes
Et donc aujourd'hui, on a des motorisations qui sont voire plus performantes que nos concurrents directs germaniques en tout cas. Je prendrai l'exemple de la V40 190 chevaux qui n'émet que 99 grammes, ou bien le XC 160 dans lequel je suis assis, où on a une motorisation 4 cylindres diesel avec 181 chevaux et 117 grammes de CO2 pour une transmission mécanique, ou bien 124 pour une boîte automatique à 8 rapports. Donc on aura un nouveau moteur diesel avec une puissance de 225 chevaux, mais surtout aussi nous aurons une motorisation hybride rechargeable accouplée avec un moteur essence qui développe 320 chevaux, mais un moteur électrique aussi de 80 chevaux, donc on aura une puissance cumulée de près de 400 chevaux, et tout cela pour une émission de moins de 60 grammes, et des consommations extrêmement réduites bien entendu. Il y a une certaine partie de Volvo qui est hybride. Ce qui m'intéresse, c'est justement l'écologie. Ça, c'est très intéressant pour nous. Vous avez vu le lieu où on habite, c'est fabuleux. Et je trouve que le Volvo s'imprègne bien dans ces montagnes, dans cet environnement. En matière de compétition automobile, Renault maîtrise plutôt bien son sujet. Le constructeur est aujourd'hui le motoriste champion du monde en titre de Formule 1 depuis ses 3 dernières saisons. Mais Renault fait aussi beaucoup pour approcher le public au plus près du spectacle, ce que la Formule 1 a tendance à négliger. Les World Series by Renault, ce sont pas moins de 4 disciplines qui font le show sur 11 rendez-vous dans l'année. On peut y découvrir entre autres animations de la Clio Cup avec le tout nouveau modèle 2013, 1,6 litre turbo, de la Mégane Trophy et 2 catégories de monoplace. Et l'héritage d'abord de la Formule Renault qui date d'il y a plus de 40 ans et puis ça a démarré en 2005 avec une grande fête, l'idée de faire une grande fête autour à la fois des courses et puis de toute l'animation de la voiture ancienne, l'offre de Renault d'aujourd'hui. C'est un grand événement qui est à la fois gratuit et très, très amusant, très, très fun pour les familles qui viennent en grand nombre et qui restent très longtemps avec nous toute la journée. Et la formule est un succès ici, à Spa-Francorchamps, où plus de 60 000 spectateurs ont fait le déplacement jusqu'au toboggan des Ardennes. Les pilotes et responsables d'écurie y trouvent aussi leur compte évidemment, tant les WSR se révèlent être un excellent tremplin vers la Formule 1 pour pléthore de jeunes pilotes ambitieux. Je pense que Renault fait énormément d'efforts dans la promotion des jeunes pilotes. Ils ont des formules qui sont très complémentaires et surtout depuis la base jusqu'à un niveau très élevé que le 3.5. Et je pense que c'est les meilleures formules pour la préparation des pilotes parce qu'on roule énormément, c'est très technique, on apprend énormément, on va sur des circuits qui sont plus tard qui seront des circuits qui seront utilisés en Formule 1. Donc l'intérêt pour ces jeunes-là, c'est d'apprendre dans des bonnes conditions. Cet apprentissage commence logiquement par la Formule 2.0. Propulsé par le bloc moteur de la Clio 3 RS à peine préparée. L'ensemble ne pèse que 505 kg grâce à un châssis en semi-carbone. La Formule 3.5, elle, ne fait pas de compromis avec un châssis 100% carbone cette fois et ne pèse que 616 kg. Arthur Pic, le petit frère de Charles, attaque sa 5e saison en World Series et connaît bien les deux types de monoplaces dont il nous explique les principales différences. Les pneus aussi sont différents, il y a plus de grip et la voiture est différente, ça ressemble vraiment plus à une Formule 1. Ça roule à peu près entre 15 et 20 secondes plus vite, ça dépend des circuits. Donc c'est vraiment un bon intermédiaire, on va dire, entre la 2 litres et la F1. Il y a la 2 litres, la 3.5 et après encore 15 secondes plus vite la Formule 1. Vous l'aurez compris, en WSR, l'idée est de faire ses classes à bord de monoplaces dont les performances augmentent par palier afin de s'approcher petit à petit de la Formule 1. Les team managers ont un rôle tout particulier à jouer avec ces jeunes élèves puisqu'ils incarnent en quelque sorte les professeurs de cette grande école des World Series. Le rôle du grand frère, du prof, du père qui gueule. Ouais, il a un peu tout, c'est-à-dire que le pilote, il faut vraiment le canaliser. Enfin, moi, j'ai attaché une grosse importance. Pourquoi ? Parce que c'est 90% du résultat. Quand le pilote se sent bien dans l'équipe et quand il a des moments de doute, il faut le sécuriser, il faut trouver les mots pour essayer de le remettre en confiance. Quand il va faire des boutades, il faut lui serrer la vis, donc il faut le bouger un petit peu, mais toujours très objectif. C'est-à-dire qu'il faut
il ne faut pas les amener à l'erreur en leur mentant ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand ils font des conneries, il faut leur dire. Quand ils font les choses bien, il faut leur dire aussi. Et ça amène un climat de confiance. Et à la fin, ça fait du bon boulot. Et c'est en gros tout ce qu'on essaye de faire en dehors de la technique pour réussir à faire des résultats. Alors en plus d'être gratuits, les WSR sont incontournables pour un passionné de sport mécanique. Et qui sait, vous pourriez peut-être partager les premières heures de gloire d'un futur champion du monde de Formule 1.